Bien, tout d'abord, merci aux organisateurs pour cette belle manifestation qui nous permet d'échanger sur énormément de sujets et notamment celui de la négociation collective. Et en effet, on l'a évoqué depuis ce matin, les processus de re-réglementation ou de re-régulation ne se limitent absolument pas aux aspects strictement individuels du travail et ils affectent également de façon significative le domaine des relations collectives de travail. Et en France, il y a un premier constat que l'on peut poser, c'est l'affaiblissement du rôle joué par la loi en matière sociale qui est couplé à la montée en puissance de l'accord collectif de travail. Alors bien évidemment, la négociation collective peut être menée à différents niveaux, mais les réformes législatives successives en France ont véritablement déplacé significativement le centre de gravité au profit de la négociation collective au niveau de l'entreprise. Et afin d'être certain que le rôle joué par la négociation collective d'entreprise prenne de l'ampleur, puisque c'était l'idée initiale, le législateur français a instauré un mécanisme qu'on appelle le mécanisme de supplétivité, c'est-à-dire d'application prioritaire de la norme négociée lorsqu'elle existe sur la norme légale. Donc, qui va trouver application uniquement par défaut, sauf sur certaines dispositions d'ordre public. Ce mécanisme a donc vocation à jouer, y compris lorsque la norme qui est négociée est moins favorable aux salariés que la norme légale qui est donc supplétive. Tout travailleur, en vertu du préambule de la Constitution de 1946, participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail. Et c'est ici une des missions des syndicats représentatifs, c'est de négocier la norme sociale par l'intermédiaire des représentants qu'ils désignent, c'est-à-dire les délégués syndicaux. Alors cette mission, en dépit de toutes les réformes successives, n'est absolument pas affectée dans sa substance, mais elle est quand même marquée par un très fort paradoxe. Ce paradoxe, qui n'est pas récent d'ailleurs, c'est que les syndicats font face à une diminution sensible du taux de syndicalisation des salariés en France, qui se traduit concrètement par une crise des vocations syndicales, entendue comme crise de l'engagement dans le syndicat. Alors pour plusieurs raisons qui seront certainement évoquées au cours ici des tables rondes, une syndicalisation qui est parfois perçue comme un risque pour la plupart des salariés, également l'éclatement des collectivités de travail, une certaine précarisation de l'emploi qui finalement n'incite pas les salariés à être syndiqués. Alors si on a un niveau de syndicalisation qui est de l'ordre de 11% selon les dernières estimations, c'est un constat qui reste faible, mais on a un syndicalisme français qui demeure très influent. Alors dans ce contexte, ici donc profondément affecté par un certain nombre de réformes, loi Rebsamen en 2015, loi El Khomri en 2017 ou encore les ordonnances Macron en 2017, il s'agit ici d'examiner en quelque sorte la portée des réformes qui ont été opérées par le législateur en matière de négociation collective pour analyser les évolutions en cours. Et cette modification substantielle ici du droit de la négociation collective d'entreprise me conduit à me poser deux questions principales sur le futur du droit de la négociation collective d'entreprise. Quel futur pour les négociateurs de la norme sociale d'entreprise et ensuite quel futur pour l'objet de la négociation collective d'entreprise? Alors tout d'abord, s'agissant des futurs négociateurs de la norme sociale d'entreprise, il y a un constat que l'on peut poser, c'est celui d'une situation extrêmement différenciée en France selon la taille de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a assez peu d'entreprises de taille intermédiaire et on a véritablement statistiquement un clivage entre les petites entreprises qui sont celles de moins de 50 salariés et les grandes entreprises, celles de plus de 250 salariés. Et donc on a finalement des problématiques très différentes selon la taille de l'entreprise. S'agissant des petites entreprises, la question qui peut se poser, c'est celle d'un futur sans syndicat, puisque l'accord d'entreprise se négocie entre l'employeur et les délégués syndicaux présents dans l'entreprise, mais dans les entreprises de moins de 50 salariés, historiquement, il n'y a pas de délégués syndicaux, qui ne sont obligatoires, en tout cas qui ne s'implantent que dans les entreprises de plus de 50 salariés. Alors, face à ce constat, le législateur a finalement cherché à trouver des interlocuteurs nouveaux pour ouvrir aux petites entreprises l'accès à la négociation collective. Et parfois donc au détriment de l'ancien monopole des organisations syndicales. Alors comment cela se présente-t-il en pratique? Eh bien tout simplement, ici pour les petites entreprises, il est prévu tout d'abord que les accords d'entreprise puissent être négociés et conclus indifféremment
par les élus. Alors les élus membres du comité social et économique, qui est l'instance de représentation élue qui est récemment instaurée. Et donc sans hiérarchie au profit de ici élus mandatés par une organisation syndicale ou non, ou par des salariés mandatés. Donc on peut très bien avoir des non mandatés ici qui interviennent. La forme ultime de mise à l'écart des syndicats, c'est également la possibilité dans les petites entreprises de recourir au référendum en matière de négociation collective. C'est-à-dire de conclure des accords d'entreprise portant sur tous les thèmes ouverts à la négociation dans les entreprises directement avec le personnel. Alors c'est limité essentiellement aux plus petites, moins de 20 salariés, mais on le voit ici, ce n'est pas véritablement une négociation, mais on glisse plus vers une simple ratification d'un accord qui est ici soumis par l'employeur aux salariés membres de l'entreprise et qui donne lieu à un accord collectif et où les syndicats donc potentiellement n'interviennent plus du tout. Pour la grande entreprise, la problématique est ici tout autre, il s'agit plutôt de celle de la professionnalisation des négociateurs. En effet, dans ces entreprises, le dialogue social est naturellement beaucoup plus implanté et l'enjeu ici va être celui de la qualité du dialogue social et de la qualité de la norme obtenue. Alors, de quoi est-il question lorsqu'on évoque la question de la professionnalisation des négociateurs? C'est tout simplement celle de la vivacité, de l'engagement militant, mais également celle de la capacité des représentants syndicaux à être formés tant au contenu technique de la négociation qu'à la conduite de la négociation, avec l'idée finalement de restaurer un certain équilibre dans la négociation. Alors, ici, les réformes législatives successives ont visé à encourager la négociation d'un accord dans les plus grandes entreprises sur ce thème-là, sur le parcours syndical et sur cette conciliation du parcours syndical avec la vie professionnelle du salarié. Et également pour prendre en compte finalement l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice des mandats. Et en parallèle à cette logique de négocier sur cette thématique, le législateur a également cherché à développer l'attractivité de l'exercice de responsabilité syndicale, par exemple grâce à la tenue d'entretiens entre le mandaté et l'employeur, en valorisant les formations communes, et évidemment une problématique très importante en la matière, en visant à réduire les risques de discrimination syndicale en entreprise. Mais on le voit, au-delà finalement de ce support légal, c'est surtout aux organisations syndicales qu'il appartient d'investir dans la formation technique et pratique, en évitant toutefois deux écueils. L'écueil d'une certaine standardisation du mandat, et également l'écueil de représentants syndicaux tellement professionnels qu'ils seraient coupés des réalités du travail. La deuxième question que je souhaite aborder maintenant, c'est la question du futur objet de la négociation collective d'entreprise. Alors l'objet de la négociation collective, il connaît une double évolution dont on ne mesure finalement peut-être pas toute la portée encore. C'est une évolution quant au contenu de la négociation et une évolution qui va porter plus sur la nature de la négociation. Alors s'agissant du contenu de la négociation, et c'est une thématique qui va être notamment abordée ce matin par Franck Héas, ici on le voit que les négociateurs sortent véritablement de plus en plus de leur champ traditionnel de négociation. Ces champs traditionnels, c'est évidemment les salaires ou encore la durée du travail. Et aujourd'hui, la négociation investit tous les thèmes qui sont liés aux mutations du travail. Par exemple, négociation sur le télétravail, sur le droit à la déconnexion, sur la qualité de vie au travail. Cela fait donc l'objet d'accords innovants dans les entreprises. Et l'idée étant donc de permettre d'expérimenter, bien évidemment, au-delà d'un socle minimal légal qui reste assez faible finalement quantitativement, qu'il l'est de plus en plus en tout cas. Et la particularité, c'est que ces thématiques de négociation, qui étaient initialement volontaires de la part des entreprises, deviennent de plus en plus obligatoires, en ce sens qu'elles font partie des thèmes de négociation obligatoires dans les entreprises. Par ailleurs, donc, si cette négociation collective d'entreprise s'attache à prendre en compte les conditions de travail des seuls salariés de l'entreprise, il va de soi que les syndicats vont devoir également intégrer la situation des travailleurs de l'entreprise qui ne sont pas salariés, comme par exemple les travailleurs indépendants, travailleurs des plateformes, travailleurs mis à disposition. On pourrait évidemment envisager cela. Pour terminer, la dernière question, c'est la question qui porte sur l'évolution de la nature de la négociation. Ici, cette évolution de la nature même de la négociation se ressent à travers des outils qui ont été mis en place pour favoriser la négociation loyale et sérieuse entre les partenaires sociaux et qui vont permettre d'instaurer une sorte de méthode dans la négociation.
Alors pour instaurer une méthode, ça peut être par exemple de prévoir des conditions de suivi de l'accord, des clauses de rendez-vous ou encore un préambule à l'accord qui va lister les principaux objectifs de l'accord. L'idée étant finalement que l'entreprise va créer ses propres procédures internes de négociation. Mais au final, c'est la nature même de la négociation qui pourra être amenée à évoluer. Alors, ici, on évoque souvent, en matière de négociation, une certaine dichotomie entre une négociation traditionnellement fondée sur l'acquisition d'avantages pour les salariés et une négociation plus d'adaptation ou de concession. Mais on peut voir qu'en parallèle à cette dichotomie-là, il y en a une autre qui émerge, c'est finalement la juxtaposition à des accords collectifs, on va dire, transactionnels classiques, le passage à des accords collectifs plus relationnels. Les accords transactionnels, c'est tout simplement la logique du donnant-donnant, avec l'idée d'un rapport de force et d'une articulation entre des revendications et des concessions entre les parties. Par exemple, l'archétype, c'est la négociation sur les salaires. Les accords donc, transactionnels, on voit, reposent sur des objectifs chiffrés, bien déterminés. Les accords relationnels, au contraire, vont davantage reposer sur la mise en débat, sur des diagnostics. Ils vont se traduire par des constats, des orientations partagées. Et ils vont supposer de s'ancrer dans le processus de travail et de supposer également une appropriation de leurs enjeux, non seulement par les négociateurs, mais également par d'autres acteurs de l'entreprise. Et c'est cette logique-là, par exemple, que l'on va retrouver dans les accords portant sur la qualité de vie au travail. En conclusion, donc, s'agissant de l'avenir du droit de la négociation collective d'entreprise, il s'avère, on le voit, de plus en plus délicat d'utiliser les vieilles bouteilles. Alors certes, le droit de la négociation collective d'entreprise repose toujours sur la légitimité qui est reconnue aux organisations syndicales. Mais les organisations syndicales font face à un énorme défi, celui d'adapter leur action et d'adapter leur présence, au risque de subir une concurrence réelle par de nouveaux acteurs légitimés par le législateur ou de nouvelles formes de représentation des travailleurs dans des structures complexes telles que les plateformes ou les réseaux d'entreprise. Et si les syndicats souhaitent relever le défi de négocier sur la portée des mutations du travail en entreprise, eh bien, ils vont devoir s'adapter en parallèle à l'évolution du dialogue social. Et on peut peut-être le penser à l'avenir, finalement, ces nouvelles cuvées qui vont être issues des pratiques innovantes pourraient progressivement être intégrées au droit de la négociation collective d'entreprise. On l'a déjà pu le voir et c'est certainement un processus qui va se poursuivre à l'avenir. Je vous remercie.